La première question va aller à Nicolas et Jamila. Je voulais savoir à partir de quel moment vous avez commencé à travailler sur le film. Voilà. Voilà, comme ça. Ouais. C'est parti. Oui. Voilà. Alors, tout a commencé en 2016. Alors, ça a commencé à l'époque, en fait, on était pris dans le mouvement contre la loi El Khomri, la loi travail. Et étant politisés, Nicolas et moi, on était pas mal dans l'éducation populaire avec des amis. Ça nous a semblé normal de suivre aussi ce mouvement, d'autant plus que j'étais en grève. Parce que je le dis au début du film, je travaillais à Ipsos, donc j'étais activement en grève. Donc avec Nicolas, ça nous semblait normal d'aller suivre le mouvement, d'aller filmer les manifs, d'aller interviewer, on va dire, les jeunes, parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes pendant le mouvement. Et donc on faisait ça, et à un moment, on croisait souvent un ami journaliste qui nous a un peu entraînés, nous a proposé d'aller aux 24 heures du Mans pour suivre une action de la CGT Ford, d'Aide Ford, à ce moment-là. Il y avait le grand retour de Ford aux 24 heures du Mans, et il voulait les faire chier. Et nous, on les a suivis, on a pris la voiture, on y allait pour filmer. Nous, c'était l'occasion pour nous de... Parce qu'on remarquait, en fait, pendant les manifs, qu'il y avait des tensions, des dissensions, notamment entre les jeunes et les syndicats, notamment la CGT. Et nous, pour nous, c'était l'occasion d'aller voir un peu plus. On était curieux un peu de la question syndicale, et on voulait suivre une équipe plus précisément. On avait l'occasion de suivre les Ford lors de ce mouvement. On ne savait pas encore qu'on allait faire un film, mais ça a commencé là. Et ensuite, on y allait régulièrement jusqu'à décider d'en faire un film. Et à cette époque-là, tu avais le matériel, tu avais un plan de financement, tu avais quelque chose. Non. Tu es parti comme ça. Non. Des vrais amateurs. Voilà, comme des vrais amateurs. Non, on était beaucoup dans l'associatif et on faisait déjà assez bénévolement pas mal de choses. On filmait des conférences de l'Université populaire de Bordeaux, donc dans l'éducation populaire. Du coup, non, on ne se posait pas beaucoup de questions sur les moyens. On avait même l'habitude de ça. Ça ne s'est même pas posé la question. Donc on y allait comme ça, au gaufre, avec nos moyens, avec une petite caméra, Nicolas avec un petit enregistreur son, et comme on faisait d'habitude en fait à l'époque. Donc on y allait comme ça, on a commencé à les suivre, on a bien sympathisé, donc c'est d'abord une rencontre, hein, on voit un peu comme ça, on était proches assez vite, on y est retourné, et là où on est retourné, là où ça a commencé par une action, on est retourné les voir plutôt dans leur lieu, dans leur milieu, notamment pas mal, donc l'usine Ford, on ne pouvait pas y rentrer, mais c'était plutôt, c'est eux qu'on les voyait, dans le comité d'entreprise, quoi. Donc c'est à partir de là, c'est d'ailleurs un peu le lieu principal du film également. Donc ça a commencé là, et on y allait régulièrement jusqu'à ce qu'on imagine en faire un film. Même si c'était pas une évidence au début, parce qu'on était un petit peu... on avait en tête des films de lutte, des films de fermeture d'usine, parce que c'est un genre en soi pratiquement. Et on était peut-être un peu conditionné sur les images qu'il faut avoir dans ce type de film-là. Et on constatait assez vite qu'il y avait un manque malheureusement de mobilisation, qu'il n'y avait pas un peu ces images d'Épinal qu'on imaginait, peut-être qu'on attendait, un peu, malheureusement, mais faussement en fait. Et donc c'était pas une évidence d'en faire un film. On se disait, est-ce qu'on peut raconter ça? Est-ce qu'on peut raconter le fait qu'il n'y ait pas de mobilisation, est-ce que on peut en faire une dramaturgie en fait, et saisir ça? Et c'est à force d'y aller que ça nous est venu comme une évidence à un moment, mais au début c'était pas si évident. Ouais. C'est venu avec le temps. Merci Jamila. Nicolas? Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non, oui, effectivement, tu as bien résumé, je pense. Non, il y avait une question qu'on se posait, enfin, on avait en tête, notre ami par exemple qui nous a amenés pour rencontrer les Ford, lui, il avait en tête le fait que les Ford, 10 ans plus tôt, ils avaient gagné, enfin, ils n'avaient pas perdu leur usine, on va dire ça comme ça. Ce qui est quand même assez rare, les victoires dans la période qu'on est en train de connaître. Et lui, il avait en tête peut-être de résumer un peu plus l'histoire de cette usine, puisqu'à ce moment-là, il y avait des menaces, on va dire, de fermeture, mais ce n'était pas clairement formulé, quoi. Il a fallu qu'on reste 2 ans avec eux, et là, on a bien compris que ça allait arriver, on a bien compris que l'usine allait fermer, arriver à un certain point. Mais au début, il y avait presque une éventuelle idée d'en faire, je sais pas, un travail vidéo, un témoignage. On ne savait pas trop quelle forme éventuellement ça allait prendre. Et il y a un moment où on se dit, bon, ok, l'angle qu'on va choisir, ça va être ces gens-là, ce groupe-là de la CGT, cet endroit-là du CE.
et on va essayer de regarder cet endroit-là qu'on trouvait pas très représenté en fait dans beaucoup de films de lutte. Enfin, parce que c'est un genre, comme disait Jamila, qui effectivement a ses codes et a des codes auxquels on s'est confronté et qu'on n'a pas forcément aimé, à vrai dire. Il y a des choses qui nous interrogeaient, on va dire, quoi. Et on s'est dit, bon, ben, on va essayer de se confronter un peu à ça. Puis bon, aussi, c'était une manière d'échapper à Nuit debout, parce que Nuit debout, ça nous faisait chier, quand même le dire. Et donc, du coup, ben, on voulait voir des vrais, quoi. Et, bon, ben, quand même, on avait des vrais, quoi. Philippe, toi, tu as, de par ton parcours, de par ton parcours, tu prends comment à chaque fois qu'une équipe de cinéma, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets politiques qui ont été filmés, quand tu as de jeunes cinéastes qui viennent et qui te suivent comme ça, comment vous les avez intégrés, comment tu les as intégrés, enfin, comment les salariés de l'usine Ford ont intégré tout ça, comment vous l'avez vécu, comment tu l'as vécu? J'avais le micro. Ah pardon. C'est ça qui pose des questions, mais enfin, on les a pas vus comme des cinéastes quand ils sont arrivés. On les a adoptés, parce qu'on les a vus un peu comme des orphelins, quoi. C'était des jeunes précaires, ils viennent là avec une petite caméra, l'autre avec son micro. Bon, on est sympa, on les a accueillis. On leur a payé le café, tout ça. C'est ce qu'on raconte, quoi. Et voilà, ils voulaient des images, ben on a dit bah ok. Et puis ouais, c'est petit à petit, quoi. C'est petit à petit, et surtout c'est qu'on n'a jamais cru qu'elle allait avoir un film. Donc du coup c'était encore plus facile pour nous, quoi. On se disait bah ils filment, bon mais ça les occupe. On les appelait les emplois induits, les emplois jeunes et les emplois induits. C'est-à-dire les emplois jeunes d'abord parce qu'ils étaient jeunes, et les emplois induits parce qu'on disait tiens, moi la lutte elle crée deux occupations, peut-être pas deux emplois mais deux occupations. Et on était très contents, donc oui effectivement, et puis c'est au fil des mois, au fil des années, puisqu'on peut parler en années, puisqu'il y a eu au moins 3 ans et demi, et ben ouais, des liens se sont créés, et puis se sont installés dans le décor, ils sont installés dans la salle du CE, ils sont installés devant l'usine, et ils sont passés petit à petit un peu inaperçus. Et même par rapport aux collègues, parce que là ça filme l'équipe, mais même les collègues, la plupart des collègues, ceux qui en tout cas nous connaissaient, enfin, qui suivent un petit peu les actions et tout ça, voilà, ils ont adopté, enfin voilà, ils étaient là, et donc ça facilite les choses après. Enfin eux ça leur a facilité la tâche, après ils pouvaient filmer tranquillement. Mais bon, ils ont passé quand même énormément de temps aussi, parce que là ils ont 250 heures d'image, hein, sur 3 ans et demi, 250 heures d'image, et c'est pas le temps total qu'ils ont passé avec nous. Le temps total qu'ils ont passé, parce qu'ils ont passé du temps à manger, à boire du café, à papoter avec nous sans filmer. Hein, bon, c'était un peu le contrat, quoi. On a gratté l'amitié, quoi. On aurait aimé être avec vous. Bon, vous avez peut-être certainement des questions pour Philippe, Jamila ou Nicolas, peut-être? Merci. Ouais, moi j'en ai une. Alors on y va, je monte, hein. J'arrive. À la fin du film, bien sûr, on voit le drame, on voit l'usine démontée. Ce que je voudrais savoir, c'est où sont passées les machines, et est-ce que vous avez pu vous interroger sur, oui, merci, sur la liste de l'actionnariat? Les actionnaires sont prononcés, mais on ne les voit pas. Est-ce que nominativement, on peut savoir si les actionnaires sont américains ou sont français? Et encore aujourd'hui, pourquoi on ne boycotte pas la vente des voitures Ford? Qui a une voiture Ford dans la salle? Qui sortent de suite. 3 questions, excusez-moi. Je réponds, hein, Jamila et Nicolas, peut-être pas trop, mais sur l'actionnariat de Ford, on n'en sait strictement rien. Autant Renault et PSA, je crois qu'on peut avoir des éléments. D'ailleurs, les camarades de la CGT, ils savent à peu près, ou en tout cas, ils connaissent quelques grands possédants d'actions, mais nous, sur Ford, on n'en saurait strictement rien. Alors, on n'a pas cherché spécialement non plus, parce qu'il y a les actionnaires et puis la direction de Ford, et puis voilà, donc nous, on s'attaque à la direction de Ford, tout simplement. Est-ce qu'ils sont les principaux responsables? Ouais, bah, enfin, après, oui. Moi, je pense que Juppé est actionnaire. Non, peut-être pas quand même, on ne sait pas, enfin, on s'en fout un peu, mais peut-être que oui. Le maire aussi. Mais oui, le maire, ça, il faudrait vérifier. Mais non, nous on s'est attaqué à la direction et puis au pouvoir public, effectivement, sans se poser la question s'ils étaient d'une manière ou d'une autre intéressés par les affaires de Ford. Mais non, sur cette question-là, enfin voilà, de toute façon on a globalement peu d'éléments, hein, et puis le lien avec la direction de Ford il n'était pas simple non plus. La direction de Ford, c'était surtout la direction de Ford Europe,
puisqu'on dépendait de cette direction-là, et la direction américaine et mondiale, donc on n'avait quasiment aucun contact. D'ailleurs, même Bruno Le Maire, vous avez vu, il s'énerve un peu parce que les dirigeants américains lui ont posé un lapin téléphonique et ça l'a vexé. Mais voilà, donc on avait accès juste à la direction de Ford Europe, et puis voilà, mais bon, c'était déjà compliqué comme ça. Et l'autre question, c'était les machines. Ouais, voilà, mais en fait, ça c'est à la fin, quand le feu vert est donné pour licencier et fermer l'usine, et après il y a une négociation effectivement sur le parc machine. Mais en fait, Ford a fait la liste des machines qu'il gardait de toute façon. Et quand ils ont réintégré les usines allemandes, espagnoles, et puis enfin voilà, ils ont dispatché en fait les machines dans leurs propres usines déjà existantes, notamment européennes, mais pas que européennes. Et puis les autres machines dont ils n'avaient plus rien à faire, hein, les plus vieilles, celles qui étaient il y a des tas de machines aussi qui, une fois démontées, étaient de toute façon mises à la poubelle parce qu'elles étaient scellées. Enfin voilà, c'était des vieilles machines mais par contre, il y a une partie des machines qui étaient disponibles pour les centres de formation, les AFPA et des lycées. Mais le problème qu'il y avait, c'est que pour les récupérer, c'était à la charge des lycées ou des centres de formation. Et c'était même pas à la charge de Ford. Donc Ford a dit, ben voilà, celle-là, 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 vous pouvez les prendre si vous voulez, mais vous venez les chercher. Puis aller chercher une machine, c'est pas comme aller chercher un frigo, quoi. Et ça coûte cher quand même. Et du coup, je pense qu'il y a la plupart des lycées, des machines qui auraient pu être récupérées pour des formations de jeunes, n'ont pas été récupérées parce qu'il n'y avait pas les moyens de les récupérer. Donc c'est parti à la poubelle. Et en fait, l'essentiel, c'est là où il y a le gâchis, mais après c'est des vieux trucs aussi, mais l'essentiel de tout ça, ça part à la poubelle. C'est un gâchis énorme. En ferraille, mais aussi en matériel électronique, en écran, parce que les machines sont dotées d'écrans. Tout est numérique ou quasiment, avec tout un fonctionnement électronique, avec des liens Wi-Fi avec les centres aux États-Unis. Tout ça, ça part à la poubelle en fait. Hein. Il doit y avoir un quart, et encore même pas, du parc machine qui a été conservé. Donc il y a un gros gâchis. Puis après, tout le reste est détruit de toute façon. Parce qu'il n'y a plus rien maintenant. Oui, alors du coup, j'ai deux questions. La première, c'est... comment dire ? Je stresse. J'aime pas parler en public. Non, Moi non plus. Non. Du coup, je sais pas trop comment poser la question, du coup je vais y aller comme ça, excusez-moi. En fait, je suis sociologue, donc je sais comment est-ce que ça marche, mais par rapport aux femmes et à comment dire, la manière dont vous les avez montrées pendant le reportage, je voulais savoir, est-ce que c'est un parti pris, est-ce qu'en fait elles n'étaient pas là, est-ce que c'est... Je voulais savoir la réalité en fait des femmes dans la lutte là-bas. Et je vais m'arrêter là. Une seule question finalement. D'accord. Merci. Je peux en dire un petit bout. Bah, là, vous l'avez vu dans le film, dans l'équipe CGT Ford qu'on a principalement suivi. Il faut savoir, effectivement, les hommes sont en majorité dans cette usine, comme vous avez pu le voir. Il y a des femmes, mais là, comme on s'est concentré sur la CGT Ford, effectivement, il y en avait encore moins que dans le reste de l'usine. On peut en voir une, Patricia, qui d'ailleurs s'est bien fait entendre dans le film. Donc c'est principalement elle qui s'exprimait. On pouvait en voir une autre, Sandra par exemple, qu'on pouvait voir des fois dans l'équipe, mais elle s'exprimait moins. Donc on la voit des fois dans les réunions, mais elle est silencieuse. Donc oui, non, on n'a pas squeezé les femmes ou quoi que ce soit. On a montré ce qu'il y avait dans l'équipe CGT Ford. Et on a mis à l'honneur pas mal Patricia, parce que justement nous-mêmes on se disait qu'il manquait quand même pas mal de femmes aussi, donc on l'a mise un peu à l'honneur, même si elle s'est exprimée d'elle-même, on l'a mise dans le montage pas mal. On a appuyé parce qu'effectivement il en manquait. Voilà, donc voilà, c'est la réalité de ce qu'il y avait. Je peux pas trop en dire plus, je sais pas, mais... Je peux en dire plus. Les femmes dans l'usine, c'est 9% de mémoire, c'est à peu près ça, dans l'ensemble de l'usine, l'essentiel étant dans l'administration. Et nous, c'est une équipe ouvrière, et l'administration n'était pas du tout dans la lutte, et puis la CGT était quasiment pas du tout implantée dans l'administration, parce que la pression était énorme, enfin, c'était impossible d'ailleurs, ça a été très compliqué, personne n'osait se syndiquer, donc on a une équipe, toutes les équipes syndicales ouvrières étaient largement masculines, mais en lien, parce que d'abord c'était largement masculin dans l'usine, et que donc le secteur féminin, c'était les secteurs qui étaient les moins syndiqués. Et bon voilà, donc après ça se traduit par le fait qu'on voit que Patricia et très peu Sandra, mais même au niveau de la parole, quoi, il y a déjà une disproportion énorme, mais au niveau de la prise de parole, c'est encore aggravé, quoi.
Et c'est vrai qu'il y avait Sandra, puis il y avait Muriel, on avait des copines avec nous, mais c'est vrai qu'elles étaient moins encore en train de prendre la parole, quoi. Donc ça a aggravé en fait le manque de visibilité. Mais au départ, c'est quand même le fait que dans l'usine, côté ouvrier, il n'y avait quasiment pas de femmes. Bonjour, donc je souhaitais savoir, je pense que je ne suis pas la seule, que sont devenus vos collègues aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont retrouvé du travail ou pas? On parlera mieux que moi, quand même, c'est tes collègues d'abord. Donc, c'est la question qui vient à chaque fois, et tant mieux. Avant de parler des 5-6 camarades qu'on voit beaucoup à l'écran, la généralité c'est... bon, d'abord, quand une usine ferme et quand il y a un plan de licenciement aussi important que ça, évidemment que les conséquences sont plutôt pas bonnes pour l'ensemble. C'est des gens qui ne retrouvent pas du boulot dans les mêmes conditions, c'est souvent précaire, intérimaire, formation, et donc c'est compliqué de ce point de vue-là. C'est aussi compliqué du point de vue du salaire. Tout le monde retrouve, ou quasiment tout le monde retrouve jamais le salaire qu'il avait à l'usine Ford, même si c'est une usine, c'était quand même relativement mieux payé ou moins mal payé qu'ailleurs. Parce que les grosses usines, avec la syndicalisation, avec tout ce qui peut se passer, ça maintient un certain niveau et c'est pas comparable avec des toutes petites boîtes où il y a très peu de protection. Et donc on se retrouvait avec des salaires quand même qui étaient bien au-dessus de ce qu'il y avait autour, enfin bien au-dessus sans exagérer non plus. Donc les conséquences pour la plupart des collègues, c'est évidemment des conditions moins bonnes quand ils avaient la chance de retrouver un boulot. Mais la chance, entre guillemets, que nous on avait, c'est que Ford étant une usine, la plus grosse usine de la banlieue bordelaise et même de la Gironde, et Ford étant très connu de par la lutte pendant plus de 10 ans, à la fois pour Ford et pour les pouvoirs publics, il y avait tout intérêt à faire la démonstration que la fermeture de l'usine n'avait pas de conséquences sociales dramatiques. Et donc on a eu des conditions meilleures que n'importe quel salarié déjà au chômage ou que n'importe quel salarié qui se fait licencier à peu près à la même époque. On est passé devant en fait, plein de gens qui cherchaient du boulot depuis un petit moment. Nos dossiers étaient prioritaires. Prioritaires dans le sens que Ford, c'est dans le PSE, une entreprise qui embauche un Ford a une prime assez importante. Et donc évidemment, on devient attractif. Embaucher un Ford, c'est la garantie d'une prime pendant 18 mois, par mois. C'est relativement important. Et puis, en fait, on était recruté par Keolis, Transports Publics de Bordeaux, par la SNCF, par Dassault, pour ces raisons-là, mais pas que pour des raisons de prime, parce qu'en fait, voilà, c'était des réseaux, c'était entendu avec les pouvoirs publics, entendu avec Ford, il faut absolument prendre des Ford, que derrière, ils ne soient pas trop au chômage, voilà. Donc on a eu cette chance-là, donc en fait, ça déforme la réalité. Le taux de reclassement des salariés Ford licenciés est supérieur à un taux de reclassement normal, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Donc on avait moins de soucis de ce côté-là. Alors même si, je le dis tout le temps, le taux de reclassement des ouvriers Ford, il est quand même inférieur au taux de reclassement des ministres macroniens quand ils perdent leur poste. Hein, on n'est pas à 100%, hein, et on n'est pas dans des postes de direction d'entreprises publiques ou d'entreprises privées. Mais on avait quand même des conditions qui étaient moins graves et on sentait qu'on était... on s'occupait un peu plus de nous, voilà, donc ça se passe comme ça en fait, parce qu'on était la partie visible en fait du chômage, et il fallait surtout pas le montrer. Donc après, alors individuellement, il y a 5-6 personnes qu'on voit beaucoup. Il y a Gilles, vous avez repéré, Gilles c'est le secrétaire du CE, c'est celui qui pleure beaucoup, hein, vous voyez. Donc Gilles, il a retrouvé d'abord un petit boulot, enfin il était chauffeur de bus, il a passé son permis, chauffeur de bus pour Transgironde. Il n'était pas très content, mal payé, puis voilà, les horaires et tout ça. Et puis là, il a retrouvé un boulot, il est à l'établissement français du sang. Il conduit le camion qui va dans les communes pour faire les collectes de sang. Donc il embarque le personnel de santé, les infirmières, médecins, et il s'occupe du goûter. Voilà, il donne le goûter aux personnes qui donnent leur sang. Mais il est très content, ça fait 2 mois qu'il fait ça. Et ensuite, il y a Vincent qui a la casquette, là, qui est le garçon un peu méchant, là, qui s'en prend un ancien délégué devant l'usine, quand il lui dit de se taire un peu. Vincent, il est chauffeur de tram. Et il fait partie d'à peu près une vingtaine de collègues qui ont été recrutés par Keolis Transport. C'est une DSP, hein, c'est Transport Public Bordelais, mais enfin c'est une boîte privée. Et donc ils sont à peu près 20 collègues qui ont été recrutés, chauffeurs de tram ou chauffeurs de bus. Bon, le boulot n'est pas évident avec les horaires, mais là voilà, ça te fait chier, là, les horaires, il n'a pas beaucoup de liberté. D'ailleurs Vincent, il avait des difficultés à venir faire les débats avec nous à cause de ses horaires. Bon voilà, mais il a un boulot, il est en CDI, et c'est quelqu'un qui d'ailleurs se resyndique pas, parce qu'il est un peu écœuré par des tas de choses, et voilà, donc, mais il a un boulot, il est content, presque.
Il y a Thierry qui a filmé les vestiaires, je ne sais pas celui que vous voyez, qui passe dans les vestiaires à la fin du film et qui est désolé, hein, c'était le pessimiste de l'équipe lui. Et Thierry, il a retrouvé un boulot, pas marrant non plus, mais il a retrouvé un boulot donc en CDI, genre point P, mais c'est pas point P, c'est chaussons. Hein, des matériaux, des matériaux carrelage, ciment, tout ça, et donc en fait il a passé son permis aussi camion, il a son camion, il charge des palettes et puis il va les livrer soit dans des magasins, soit sur des chantiers. Voilà, c'est pas un boulot très rigolo, mais il est content d'en avoir un, il est rassuré. Voilà, il se trouve qu'il est en arrêt maladie parce qu'il a un problème de coude, je sais plus quoi, enfin lié certainement au travail, je sais pas trop si c'est Ford ou si c'est le nouveau boulot, mais bon, il a un boulot. Ensuite, je vais oublier du monde, mais il y a Thierry, il y a notre Thierry et Patricia. Ce sont deux camarades qui ont eu la chance, entre guillemets, mais quand même la chance d'être dans le plan de départ en pré-retraite. Voilà, ils étaient à la limite de l'âge, c'était 54 ou 55 ans de mémoire, je ne me rappelle plus. Il fallait être à 7 ans de la retraite pour partir en plan de pré-retraite. Et le plan de pré-retraite maison, ils sont payés jusqu'à leur retraite par Ford. Alors avec une perte de salaire, mais une perte de salaire qui n'est pas comparable avec la perte de salaire de celles et ceux qui ont retrouvé un boulot mal payé. Voilà, donc et eux, ils sont contents de leur situation, évidemment. Parce qu'en fait, quand on se bat, je le dis maintenant, mais quand on se bat pour empêcher la fermeture de l'usine et quand on se bat pour sauver nos emplois, en fait c'est nos salaires qu'on voulait sauver, hein, plus que l'emploi lui-même. Et les camarades comme Thierry ou Patricia sont contents de ne plus bosser et puis d'avoir un revenu qui leur permet de tenir. Des fois on n'a pas forcément envie de continuer à bosser très longtemps. Voilà, et après, je sais pas, il y a Jérôme, j'oublie Jérôme, parmi les personnages essentiels. Jérôme, il parle pas beaucoup, mais on le voit quand même pas mal. Et Jérôme, il est devenu éducateur. Il est dans un centre d'animation, ça fait pas longtemps, il a galéré beaucoup, il a fait des formations évidemment. Il a été, il avait trouvé un petit truc, ça n'avait pas marché, et puis là, il a retrouvé il y a pas longtemps, et là, il est relativement satisfait. Donc, il est éducateur dans un centre d'animation, et ça se passe bien. Voilà, pas bien payé, mais voilà, c'est pas original. Et voilà. Oui. Donc j'ai réussi à garder le fil de ma question. Je n'ai pas retenu tous les prénoms, mais Philippe. En fait, c'est une question par rapport justement aux salariés non grévistes. Je pense que, voilà, comme ça a été dit tout à l'heure, malheureusement, ils ont joué un rôle, en étant absents, ils ont joué un rôle prééminent dans ce mouvement. Mais est-ce que vous avez imaginé à un moment donné d'aller vers eux, de les questionner, et si tant est qu'ils auraient accepté, bien sûr, d'intervenir. Et puis aussi, peut-être aussi une question un peu parallèle, enfin, un peu dans le même sens, les gilets jaunes, on voit bien qu'ils sont apparus dans le film, bien sûr. Est-ce que dans l'usine, il y avait des gilets jaunes qui participaient au mouvement des gilets jaunes, mais qui n'étaient pas dans la bagarre à vos côtés par rapport à l'usine, au maintien de l'usine? Je vais répondre, je vais commencer à répondre à la première question. Oui, bien sûr, au début on allait voir un petit peu d'autres ouvriers sur place, notamment à la fin des AG, on allait en voir un petit peu. Sauf que, bon, on a pu parler avec certains, sauf qu'on sentait avec Nicolas qu'il y avait majoritairement une réticence à être filmé. On sentait bien que ça allait être compliqué d'avoir réellement des échanges sur le long terme, parce que nous on voulait vraiment rester longtemps. Donc oui, on a eu quelques propos, quelques retours, quelques interviews en situation, on va dire, voilà. Mais on sentait bien que ça allait être compliqué de pouvoir en suivre sur le long. Voilà. Et puis nous-mêmes, on avait peur aussi de s'éparpiller un peu. On s'est dit qu'il fallait quand même focaliser le regard sur un espace et un lieu. Et quelque part, c'est un peu le groupe CGT Ford qu'on avait rencontré. Et c'était finalement l'équipe syndicale qui nous intéressait au départ. Bien sûr qu'il ne s'agissait pas de zapper les ouvriers, mais c'était compliqué d'avoir une relation vraiment avec eux. Donc on a pu parler avec eux, on a même des rushs où on a pu discuter avec certains, mais pas de quoi permettre de construire le film réellement. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Mais si, mais c'est aussi un choix de représentation. C'est-à-dire qu'on a fait un film qui raconte ce que vit une unité syndicale face à cette situation. Donc évidemment qu'on a un peu accentué le truc, et que quand on le montre comme ça, on monte surtout un espèce de paysage, de visage qui est donné à voir du point de vue des personnes qui parlent au micro devant leurs collègues dans les AG, et on a un peu accentué ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un effet portrait dans ce film qui est autant le portrait assez clair de nos personnages, enfin des personnes qui deviennent nos personnages,
et aussi ceux qui sont en face, et qu'il s'agit de les regarder. Et ben justement, se mettre à la place des personnes, de ceux qui ont ce rôle de représentants syndicaux, c'est pas vraiment le mot, mais parce que c'est plus compliqué que ça, mais de comment ils se retrouvent face à eux. Et c'est un peu un choix de représentation, parce que évidemment, là je pense que Philippe a confirmé, évidemment que le travail syndical se passe aussi dans l'usine où on n'avait pas accès, évidemment qu'ils avaient des rapports avec eux, évidemment qu'ils discutaient. Mais nous on voulait poser cette question-là de ce point de vue-là, pour se poser la question de, attends, ça vit quoi, ça fait quoi une unité syndicale? Parce qu'on a la chance aussi d'être dans les coulisses un peu d'une action syndicale, donc on est resté là-dessus. Donc peut-être que ça accentue cet effet-là en regardant le film, mais l'idée étant de poser la question. Voilà. Oui, ça peut avoir un effet déformant, parce qu'il n'y a pas accès à l'intérieur de l'usine. En fait, il y a plein de choses de lutte qui ne sont pas montrées. Là, le film, il montre un aspect, on va dire la partie visible pour quelqu'un de l'extérieur. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a dedans, enfin tous les éléments. Là, il y a un film, c'est une fiction, voilà, ça peut être qu'une fiction, c'est le film En guerre de Stéphane Brisé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça date d'il y a 3-4 ans peut-être, ce film. Et là, ça montre tous les aspects d'une lutte, l'intérieur de l'usine, les disputes, dans l'intersyndicale, la grève, pas la grève, le problème avec les forces de l'ordre, et les réunions avec le gouvernement, et les rapports avec le patronat. Ce que Jarmila et Nicolas ne pouvaient pas faire, si ce n'est, heureusement, les réunions téléphonées, qui permettaient d'avoir, de mettre sa caméra et son micro et d'enregistrer sans que le gouvernement le sache ou sans que la direction le sache. Mais voilà, donc c'est la difficulté effectivement de raconter une lutte en faisant un documentaire, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas accès à tous les terrains de jeu, bon ben voilà, c'est une partie qui est montrée. Après évidemment, c'est ce que disait Nicolas, on passe plus de temps dans l'usine en réalité que dehors, même si on en passe beaucoup dehors ou beaucoup dans le CE et beaucoup à travers des AG, on faisait des AG très très régulièrement. On voit d'ailleurs le manque de dynamisme des collègues, hein. On fait des AG, il y a peu d'interventions. Ce qui n'est pas montré, c'est que ça n'existe pas vraiment. Il y aurait eu beaucoup de discussions, ça aurait été montré, mais là, voilà, c'est pas montré parce qu'en fait, malheureusement, les collègues venaient à l'AG, ils écoutaient, et après ils repartaient. Mais par contre, c'est dans l'usine qu'on discutait en fait. Voilà, c'était pas dehors, parce que dehors, c'était un peu public aussi, et les collègues, c'est terrible, c'est comme ça. Les AG se passaient devant l'usine, à côté, il y a un poste de garde. Où des fois il y avait des chefs qui se mettaient derrière les vitres et qui regardaient tout. Où c'était au poste de garde, où c'était les vitres du bureau administratif, où derrière les chefs et les plus ou moins grands chefs regardaient de loin ce qui se passait. Et donc du coup les collègues étaient souvent, voilà, pas de risque, on parle pas, et dans l'usine on discutait. Voilà. Alors après, c'était des discussions plus ou moins compliquées, mais on a fait un gros boulot pour essayer de convaincre. Nous, ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'on est peu suivi, c'est la fin de la lutte, hein, on est peu suivi dans les actions à la fin, parce qu'en fait, le climat, le sentiment qu'on ne peut rien y faire, il est omniprésent. Mais par contre, on avait un soutien, c'était un peu bizarre, c'est un peu comme si on était des délégués à tous les sens du terme, c'est-à-dire, voilà, on était les délégués pour eux, allez vous battre, vous avez raison, on ne sait jamais, mais eux, et voilà, ils n'en avaient pas la force, pas l'envie, ils n'y croyaient pas, et puis pendant toute la dernière période, parce qu'il faut savoir que nous, on essaie de se battre, mais les patrons, ils ne laissent pas faire, et ils agissent, et en fait ils faisaient tout pour que les collègues s'intéressent à leur avenir, et donc il y avait des files d'attente avec des CV, les collègues ils attendaient dans l'usine, hein, avaient leur CV, allaient rencontrer le cabinet de reclassement et allaient essayer de voir s'il n'y avait pas un emploi qui pouvait leur arriver vite avant même d'être licenciés. Hein, il y en a qui ont eu leur boulot avant d'être licenciés, ils ont été licenciés quand même, mais bon, ils avaient le boulot. Et donc ça se passait comme ça aussi dans l'usine, donc il fallait arriver à discuter, essayer de convaincre qu'il valait mieux agir ensemble. Bon, on n'a pas réussi, c'était trop fort pour nous, mais en tout cas, on avait quand même beaucoup de soutien, et la CGT, c'est un syndicat, une équipe combative depuis des années, et on avait la confiance des collègues. Paradoxalement, voilà, dans l'action, c'était pas le cas. Enfin, en tout cas, c'était pas le cas, il n'y avait pas la force de se battre, et ça nous a manqué énormément pour arriver à avoir une chance de sauver quelque chose. Et à la fin, oui, on n'a pas sauvé, enfin, on n'a rien sauvé du tout à la fin, même si on a gagné 12-13 ans dans l'histoire, quand même. Ah oui, sur les gilets jaunes. Sur les gilets jaunes, alors quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes, on a eu un espoir qu'effectivement ce soit à la fois pour nous et pour tout le monde un changement profond dans l'ambiance du pays, et puis que ça pouvait relancer les luttes. Et nous on a espéré qu'effectivement ça soit un sacré point d'appui pour nous. Et on allait aux manifs des Gilets jaunes et tout ça, et il y avait des collègues, effectivement, qui étaient dans les manifs Gilets jaunes, et comme beaucoup de collègues venaient d'assez loin de Bordeaux, un peu éparpillés dans la Gironde, et donc, effectivement, des collègues participaient aux initiatives Gilets jaunes sur les ronds-points,
Mais c'est pas si énorme que ça, mais il y en avait. Et nous, on se disait que ça va nous aider au combat. Eux étant dans la lutte sur des ronds-points, ça fera la jonction avec la lutte Ford, et forcément des points d'appui, des discussions supplémentaires, et puis une ambiance qui change. En fait, non, ça s'est pas passé comme ça. On a espéré, on allait aux manifs, on s'est solidarisé des Gilets jaunes de suite. Mais ça n'a pas créé la situation qu'on aurait espéré, y compris même d'essayer de faire que les manifs Gilets jaunes se passent devant l'usine. On n'a même pas réussi ça. C'était toujours au même endroit dans Bordeaux. Et voilà, on n'a pas réussi à faire qu'il y ait quelque chose qui se passe de manière un peu positive. Et puis bon, après, ça passe relativement vite, même si le mouvement des Gilets jaunes, il a duré plusieurs mois. En fait, bon, voilà, et puis nous, on avait notre propre calendrier. Enfin bon, on n'a pas réussi. Et puis je crois que nulle part, il y a eu réellement de jonction à proprement parler entre le mouvement des Gilets jaunes et puis une lutte locale qu'il pouvait y avoir. Ben voilà, donc c'était compliqué aussi, mais bon, ça a été quand même globalement pour nous une bonne chose. On a fait des bonnes manifs et des bonnes discussions. Il y a une initiative avec les Gilets jaunes qui est racontée dans le film. Là, enfin, on voit un petit peu l'histoire de Teddy Riner, hein, quand on embarque le panneau de la photo géante de Teddy Riner, enfin géante, c'était sa taille à lui quand même. Quand on l'embarque, c'est à l'occasion d'une action avec des Gilets jaunes. Quoi. Voilà, donc c'était pas mal. On a fait quelques trucs comme ça qui étaient chouettes. D'abord, vite fait, sur défaite, pas défaite, c'est une défaite du point de vue d'un objectif qui n'est pas atteint, c'est-à-dire celui de sauver l'usine, mais l'usine, ça a un côté un peu abstrait, mais sauver le collectif de travail et donc les emplois. De ce point de vue-là, on n'a pas réussi, et les dégâts ne sont pas juste sur les emplois Ford, ils sont sur les emplois induits, hein, parce qu'en fait, ça n'apparaît jamais, mais là, on sait qu'il y a une catastrophe, parce que c'est toute la sous-traitance, la logistique, même les commerces dans la ville autour, et des services publics, ça a des conséquences de façon très néfastes, c'est des emplois qui disparaissent. Donc de ce point de vue-là, l'objectif il est raté, donc on parle d'une défaite, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une lutte, surtout aussi longue que ça, et puis surtout, comme je crois que c'est Nicolas qui le rappelait, c'est qu'on a gagné, on a repoussé en fait la fermeture de l'usine, elle était prévue en 2009, et on gagne 10 ans en fait. Donc du coup c'est évidemment pas une défaite au sens total. Et puis la lutte, elle crée des situations qui sont super chouettes. Il y a des résistances, on relève la tête, les gens voient ça dans la région. Enfin voilà, bon, ça fait discuter, même si le soutien n'est pas énorme. Mais encore, quand le soutien n'est pas énorme, c'est que les gens sont tellement résignés, mais la sympathie était là, la solidarité était là. On a vu tout ça. Donc la lutte, elle n'est jamais inutile, même quand à la fin ça perd. On craignait que ce soit un effet négatif, c'est-à-dire une défaite fait la démonstration encore une fois qu'on ne peut pas gagner et que donc du coup à quoi bon se battre. Mais ceci dit, le message y passe quand même. La résistance, ça vaut le coup. Toutes les luttes aujourd'hui, elles comptent avec ça, même si elles perdent, ça laisse des traces et c'est ces traces-là qui peuvent envisager une suite beaucoup plus positive. On apprend, c'est comme une école, on apprend à se battre. Donc tout ça, entièrement d'accord. Ensuite, sur l'aspect vite fait aussi, c'est nous dès le départ, mais jusqu'au bout en fait, c'est la lutte pour l'emploi. À aucun moment on va discuter prime en fait. Même si vous avez vu devant l'usine, il y en a qui disent oui, nous on veut la prime, on veut partir, vous faites chier, vous négociez pas la prime. Mais le fait est qu'en se battant pour l'emploi, automatiquement on joue sur l'augmentation des conditions de départ. Puisque Ford et les pouvoirs publics étaient plus ou moins emmerdés par notre résistance, et du coup les enchères montent pour faire passer la pilule un peu plus. Et Ford a augmenté les trucs, on a eu 18 mois de reclassement, la loi c'est 9 mois, mais comme toutes les luttes en fait. Mais on n'avait pas besoin de se battre directement sur ça, c'est notre bataille pour sauver l'usine et pour sauver les emplois qui fait qu'on a eu des conditions de départ qui ont été meilleures à la fin, mais on n'a jamais basculé là-dessus. Même si, vous l'avez vu, il y a une réunion, on se dispute même un petit peu dans l'équipe syndicale, à la fin, où il y en a des collègues qui disent bon allez, enfin là maintenant on peut plus tenir sur l'emploi, il faut basculer, y compris le repreneur, c'était tellement bidon tout ça que finalement il fallait discuter d'autres choses. Et même là on n'a pas fait finalement, on a continué jusqu'au bout et c'est la décision d'un tribunal de ne pas prendre position sur cette question-là, parce qu'on s'est battu contre le droit de licencier de Ford. On a essayé de remettre en cause le droit de propriété qui donnait le droit de licencier. Et en fait, on n'a pas réussi non plus. C'était une décision politique qu'on n'avait pas la force d'imposer. Et le tribunal a dit, ben, nous, on n'a pas la compétence pour décider. Et c'est cette non-compétence des tribunaux qui avait donné le feu vert donc à Ford. Voilà. Et aussi l'aspect du PSE validé par l'inspection du travail. Effectivement, c'était ça qu'on a cherché à faire. C'est gagner du temps. Et en fait, on se battait même plus contre Ford. On considérait que Ford avait envie de partir, mais qu'ils partent. Et nous, notre problème, c'était pas de retenir Ford. Notre problème, c'était de voir comment l'outil de travail peut être maintenu sans Ford. Et ça voulait dire une intervention politique radicale des pouvoirs publics. Et c'est ça qu'on visait, en fait. C'était qu'à un moment donné, même si on savait que c'était au-delà de nos forces, ou en tout cas, on pensait que c'était... Et on a eu... Enfin, oui, c'était au-delà de nos forces. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une réquisition ou une expropriation de la part de l'État ou de la part des collectivités territoriales. Et il y a des expériences comme ça qui existent plus ou moins.
C'est ça qu'on visait. Et donc on faisait chier le maire, on faisait chier Bercy, on faisait chier tous ces gens-là en disant putain, prenez une décision originale et efficace, c'est prendre l'outil de travail en main et laisser partir Ford. Et bon, ça on n'a pas réussi, mais c'était ça la bataille. Donc quand on repousse le PSE en cherchant à ne pas faire valider le PSE par l'inspection du travail, c'est d'essayer de gagner du temps pour créer une situation favorable sur ces questions-là. Et après, la question du repreneur, c'est pareil, c'est une bataille politique, on cherche à ce que le repreneur prenne l'usine, enfin rachète l'usine, mais là, c'était pas le repreneur qu'on voulait, parce qu'en plus on savait que le repreneur ça allait être merdique, puisqu'on avait des copains, les ex-General Motors à Strasbourg, qui étaient repris par ce repreneur-là, il y a quelques années avant, et ça se passait très mal. Ils avaient du boulot, mais c'était très compliqué. Donc nous, le repreneur, c'était pour nous la possibilité de continuer un peu la lutte et de voir comment, derrière, en gagnant du temps, on ne peut pas à un moment donné obliger l'État à gérer la situation différemment. Et donc voilà, c'est une histoire de pression qu'on a voulu mettre sur les pouvoirs publics pour qu'ils interviennent. Et voilà, et c'était notre objectif de fond. Mais voilà, et c'est ça qui fait qu'on tient tout le temps sur la lutte et qu'après, au bout du compte, on a une petite expérience. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'est pas démoralisé. On a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. Et avec quelque part une petite expérience aussi qu'on a envie de raconter après. Et que le documentaire peut aider à raconter. Oui, comment dire, moi je suis d'accord avec Philippe quand il dit que la fin est nulle, quoi. C'est complètement nul, ça me fait chialer, quoi. Parce qu'on a trop connu ça, quoi. Des fêtes, nous dans ma boîte qui s'appelle Boralis, avant ça s'appelait AZF, où je bossais, non je bossais pas, je militais avec Christine et Jean-Pierre, on avait des plans tous les 3 ans. Voilà, c'était un truc de fou. Le plus gros plan qu'on a eu, c'est en 2006, et dans le paquet des sites qui ont fermé, il y a un site qui s'appelait Soferti à Bordeaux. J'ai reconnu des camarades dans les manifs, là, Dominique, Antoine, etc. Donc voilà, mais donc, non seulement on n'a pas réussi à sauver ces sites-là, mais quand même, ces camarades-là, ils ont été sauvés à 50 et 52 ans, quoi. C'est pas rien, parce que quand tu perds dans l'industrie ton boulot à Bordeaux, il n'y a pas d'industrie. À Rouen, il y en a, hein. Enfin, de moins en moins, mais il y en a quand même. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que même si vous n'avez pas gagné, Philippe, c'est que au moment où vous êtes battu, le pire, c'est de pas se battre, quoi. Moi, un camarade qui était secrétaire du syndicat CGT à Bridgestone, dans la Somme ou dans l'Oise, j'ai du mal avec ma géographie, autant de licenciements que vous, pas 1 heure de grève, quoi. Et lui, militaire, secrétaire du syndicat, la CGT a signé le plan social, quoi. À chaque fois qu'il en parle, il en chiale, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Alors, je voulais dire un truc, il y a un truc qui m'énerve à chaque fois, et c'est notre camarade de Michael Ouamen qui l'a dit, qui dit que, parce que le Ford faisait des bénéfices, il ne fallait pas fermer la boîte. Je suis désolé, nous on faisait partie du groupe Total, notre boîte elle n'a jamais fait de bénéfices, donc ça voudrait dire qu'ils auraient eu le droit de nous fermer. Eh ben non, je suis pas d'accord. Voilà. Dans le capitalisme aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, donc il est hors de question qu'ils nous licencient. Voilà, ça, et puis, alors, vu que j'ai bien compris que tu avais un copain, puis un autre qui était moins copain, donc ton copain, j'ai compris que c'était le maire, eh bien, on a un nom de copain commun qui s'appelle Martinez, donc je ne savais pas, j'ai pas encore travaillé sur ce que j'allais dire au prochain congrès confédéral, mais je pense que je citerai Philippe Poutou. Ça va énerver. Oui, alors moi je vous écoute et j'apprends énormément de choses, bien que je sois déjà très âgée. Je voulais dire 2 choses. Monsieur vient de pointer encore plus ce à quoi je voulais faire référence. À l'heure actuelle, je crois, j'ai cru comprendre qu'il y avait des discussions par rapport à l'âge de la retraite. Hein. Et j'ai entendu quelque chose autour de ce qui s'appelle la pénibilité au travail. Et j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas suffisamment informée, que déjà on est en train d'enlever des éléments de la pénibilité au travail. Dans tout ce que vous avez dit, dans tout ce que j'ai entendu, et j'ai la chance, en 82, d'avoir fait une formation en physiologie du travail. Et déjà en 82, il était dit que le personnel de nuit, qui faisait que des nuits, s'hypothéquait de 7 ans sa vie. Moi, quand je vois le stress majeur que représente une lutte pour garder son travail, mais pas que son travail, enfin, c'est sa vie. Je veux dire, on aperçoit 2 enfants
Enfin, moi, je les ai tout de suite vus, cette petite fille sur le dos de son père, ce petit garçon sur la scène. Je veux dire, ces enfants-là, ils ont vécu aussi le stress parental. Ce stress, il est maximum. Alors, ça veut dire que votre camarade qui pleure, je dirais votre camarade qui pleure, il soulage des pressions intérieures. Mais combien d'entre vous n'a pas pleuré? Combien d'entre vous a aggravé ses risques cardiovasculaires, ces pétages de boyaux au niveau de cérébraux? Donc vous voyez que moi j'aimerais, tout à l'heure on a une sociologue dans la salle au moins, je veux dire qu'il y a un travail, il y a la sociologie, il y a la physiologie, et une des causes pour lesquelles il faut se battre, c'est ce stress au travail dans des situations particulières. Ça a duré suffisamment de temps, par exemple, pour vous, au niveau de votre cellule CGT, et peut-être aussi au niveau des gens de l'usine. Combien, dans votre carrière, avez-vous vécu de remaniement, de machin, voilà. Alors, pour peut-être, je ne sais pas si c'est un peu à côté, peut-être éventuellement, mais quand même sur la question du stress et de la fatigue, en fait. Parce que clairement, nous, on y allait à peu près 3 fois par semaine, un peu vous voir, et déjà on était crevés, quoi. Déjà ça nous tuait, mais eux ils étaient tout le temps. Et je veux dire, ouais, la lutte ça use, quoi, ça fatigue. Et on peut aussi supposer que le manque de mobilisation des collègues aussi vient du fait qu'il y a une lutte avant et que c'est crevant, c'est épuisant mentalement pour tout le monde, quoi. C'est épuisant pour les familles, c'est épuisant... Je pense qu'il y a presque un effet plus de fatigue que de stress, là, hein, pour le coup. Mais le stress, évidemment, là, parce que on vit dans une société stressante, de toute façon. Je veux dire, et même pour nous, en étant juste à côté d'eux, on en prend une partie. Hein. Donc là-dessus, il y a des réflexions à faire, mais il y a aussi des réflexions à faire sur comment on se représente. C'est quoi la lutte, comment on devrait faire, etc. À plus nombreux, peut-être qu'il y aurait moyen aussi de moins se fatiguer collectivement, mais on a le phénomène quand même du fait que quand les gens ne sont pas nombreux pour mener la lutte, eh ben, ils prennent cher pour tous les autres, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on a essayé de montrer aussi un peu dans la subtilité. On a essayé de montrer la subtilité des rapports en fait qu'il peut y avoir, enfin à peu près, quoi, à notre humble niveau, pour montrer le fait que, par exemple, un des gros facteurs de stress là-dedans, c'est la maîtrise du calendrier par Ford. C'est-à-dire que ne pas maîtriser le temps à aucun moment, c'est un truc absolument terrible, quoi. Parce que ça, nous-mêmes, en les suivant, il y avait des fois, on disait bon, on va pouvoir se reposer, puis en fait, on apprend qu'un truc, il faut qu'on y aille, quoi. Et bon, donc on arrive, et déjà tout le monde fait la gueule parce que tout le monde est énervé, parce que déjà l'échéance n'est pas respectée, etc. Ford avance le calendrier, puis finalement repousse, enfin, vous voyez, ce genre de jeu sur le calendrier, rien que ça, par exemple, c'est très important. Et c'est ce qu'on a essayé aussi de montrer, quoi, et les rapports, par exemple, tu parlais de Bruno Le Maire, etc., les rapports extrêmement détendus de Bruno Le Maire qui dit « Allô Philippe ?» Alors que bon, ce qu'ils vivent, dire Bruno Le Maire, il est vexé, quoi. Mais eux, ce qu'ils vivent, c'est du stress, c'est de la fatigue, c'est quelque chose de très dur. Ils ont vous attendu toute l'après-midi, ce jour-là, quoi. On a passé toute la journée avec vous, quoi. Et ça commence le matin et ça se termine à, je sais pas, 5-6 heures. Enfin, il appelle, quoi. Et toute la journée, c'est une attente, c'est un truc, on sait pas, on reste, on s'en va, on fait quoi. Et ça, ce truc-là, ce rapport-là, bah effectivement, quand il y a la mobilisation et qu'il y a tout le monde qui tient l'usine, par exemple, je pense que de toute façon, oui, on gère mieux cette situation-là, quoi. On force les autorités à suivre le calendrier de la mobilisation plus que l'inverse, quoi. Ça, c'est important aussi. Voilà. Moi, je peux ajouter quelques trucs. Hein. C'est pas simple, mais l'usure, d'abord, est-ce que la lutte, c'est plus usant que le travail lui-même? Moi, je pense pas. La lutte, ça a été dur pour nous, enfin toute cette période-là, mais même tout le long, c'est dur parce qu'en fait, on a peur de faire des conneries, parce qu'en plus, on voit bien l'état du rapport de force, et on hésite, quelle stratégie, on a beaucoup discuté dans l'équipe, comment faire, comment on tient, est-ce que parce que les collègues se battent pas, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête, ou parce qu'ils se battent pas, il faut qu'on change d'orientation, et tout ça, ça se discute évidemment, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est le meilleur choix à faire. Donc ça c'est usant, c'est stressant, puis en face on n'a que des gens qui se foutent de notre gueule, ou même si c'est pas, même s'ils se foutent pas de notre gueule volontairement, le système fait que on se fout de notre gueule en permanence. Et donc on est effectivement à chaque fois en suspens quand on maîtrise pas grand chose. Donc tout ça c'est vrai que c'est stressant, mais voilà, mais moi je pense que c'est le vrai problème, c'est le travail, parce qu'à la limite quand on se bat,
on se prend la tête, on compte pas les heures, on se déplace, machin, on essaie de convaincre qu'on dépense beaucoup d'énergie, mais au moins on sait pourquoi on la dépense, cette énergie-là. Quand on bosse, on dépense de l'énergie, on est usé, et c'est pas forcément pour nous au bout du compte. Donc moi je pense que non, le vrai problème c'est le travail. Alors ça a été dit un peu au fond, il y a effectivement, c'est une des explications de la résignation des collègues. Il y en a plein d'explications et c'est toujours compliqué de comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai que 10, 20, 30 ans, 40 ans d'usine, mais d'usine comme ça peut être dans un centre d'appel aujourd'hui ou dans un supermarché, enfin moi je pense pas que l'usine soit plus dure que d'autres boulots. Mais les rapports d'exploitation, les rapports de domination dans une entreprise, des chefs, des grands chefs, des petits chefs, toute cette structure qui est en place, l'individualisation, les solidarités qui sont cassées en permanence, enfin, les réorganisations, le management, enfin, tout ce qui se passe, bah, ça escalade tout le monde. Et ça n'escalade pas que physiquement, c'est pas que des TMS, c'est pas que des problèmes de dos, c'est pas que des problèmes de tendons qui sont chibrés, c'est dans la tête. Et quand il faut se battre, et bien, malheureusement, on s'aperçoit que la disponibilité pour la lutte, elle n'est pas tellement là, parce qu'elle est aussi, enfin, à cause de cette usure-là, de cette santé qui est abîmée par des années de travail. Et encore une fois, le travail, c'est pas le travail en lui-même, parce qu'on fait un métier qui n'est pas plus dur que des tas d'autres, mais c'est les rapports psychologiques dans une boîte qui abîment les têtes. Et donc voilà, nous on a été confrontés à ça. Et c'est vrai que la bataille pour l'emploi c'est toujours délicat, parce qu'on se bat pour défendre l'emploi. Alors encore, je vous le dis, hein, nous on se battait pour nos salaires, hein, c'est pas l'emploi en lui-même. Hein, et puis même fabriquer des boîtes de vitesse, on n'en avait rien à cirer. Rester dans l'automobile, on n'en avait rien à cirer. Nous on était prêts à faire n'importe quoi, avec nos compétences évidemment. C'est pour ça qu'on parlait de collectif de travail, d'outils de travail à préserver. Donc, mais c'était la source de revenus qu'on défendait. Et c'est vrai qu'on était confrontés aussi avec des tas de collègues, mais ça c'est vrai partout, c'est pas vrai que dans une usine. Des tas de collègues qui, après des années et des années de travail, on en ras-le-bol et il y a un sentiment il y a une envie de fuir. Et donc, quand Ford dit on ferme l'usine, et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est difficile pour nous, parce que Ford s'y prend mal au départ, ils sont tellement bourrins, tellement arrogants qu'ils croient qu'ils vont fermer l'usine comme ça, et puis ils se retrouvent avec une lutte. Donc, bam, leur stratégie elle tombe à l'eau, ils n'y arrivent pas, et puis, mais quand ils repassent à l'attaque en 2018, c'est le début du film, quand ils repassent à l'attaque, là ils sont prêts. Ils gèrent beaucoup mieux la situation et ils ont bien travaillé pendant des années pour créer dans la tête de tout le monde qu'en fait c'était mort, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et de préparer le terrain à ce que les collègues, ils pensent que la seule issue c'est de partir. Mais à côté de ça, c'est aussi cette usure-là qui fait que les collègues voulaient partir parce qu'ils disaient on ne va pas rester dans cette usine-là, il y en a marre. Il y avait les deux sentiments qui étaient là. Le fait de rester dans cette usine-là parce qu'on avait des amis, parce qu'on avait... enfin des amis, oui, aussi. Mais des collègues, des habitudes, donc il y a ça, mais à côté de ça, il y a aussi l'envie de partir parce que c'est plus tenable. Donc, et voilà, et dans tout ça, mais comment on fait pour se battre? Et c'est là où ça dépasse notre capacité à nous de penser les choses. Je parle nous, équipe syndicale d'une boîte. On ne peut pas penser tout ça. On se disait oui, il faut que ça change, il faut se réapproprier l'outil de travail, il faut réquisitionner, il faut faire des trucs collectifs, il faut penser à l'environnement, il faut arrêter de faire des bagnoles, il faut faire plutôt des transports collectifs, comment faire et tout ça. On avait toutes ces idées-là, mais on n'avait aucun moyen pour l'imposer dans le calendrier. Et on a essayé de le dire à Bercy, mais Bercy, ils en avaient rien à foutre. Pour eux, le seul truc qu'ils pouvaient imaginer de possible, c'était qu'un fabricant de boîtes de vitesse reprenne l'usine qui fabriquait des boîtes de vitesse. Ça n'allait pas plus loin, leur raisonnement. Et encore, il fallait que Ford donne l'autorisation, sinon ça ne pouvait pas le faire. Et nous, on a essayé de faire des trucs comme ça. Mais c'est là où on voit qu'une lutte dans une entreprise, c'est forcément une lutte politique. C'est pas juste un rapport de force entre un ouvrier et son patron. On n'a pas d'issue en réalité aujourd'hui. La seule issue, c'est comment ce problème-là il est posé plus largement, au moins dans la population autour. Et qu'en fait, tout le monde se sente concerné par cette usine-là. Comme on pourrait se sentir concerné par une maternité qui est en train de fermer, ou par un bureau de poste, ou par une gare SNCF qui disparaîtrait. De prendre ça comme un truc qui peut être utile à la société. Et là, ça veut dire qu'il faut que ce soit pris en charge collectivement. Et sinon, on n'est pas capable, nous, de penser ça, de le défendre, on n'a pas la force d'eux, et on a senti cette faiblesse-là. Et le film, il montre aussi un peu ça, d'une certaine manière, comment on est faible, en fait. Et il faut arriver à le dire aussi, et qu'on a plein d'handicaps autour de nous, et voilà, on n'a pas les moyens de faire ça. On essaie, mais on n'a pas en réalité la force de le faire. Et la perspective, c'est un peu ça aussi, comment on arrive demain à être beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que c'est des problèmes qui devraient... Enfin, tout le monde devrait se sentir concerné. La lutte de l'emploi, quelque part, c'est la lutte de l'emploi de tous. C'est ces trucs-là qu'il faut... Mais nous, on s'est retrouvés comme ça. Mais ceci dit, ça n'empêche pas l'envie de se battre. Et même quand on pense qu'on ne va pas gagner, ça vaut le coup de se battre quand même, quoi. Est-ce que l'épidémie d'accidents vasculaires cérébraux avait un rapport avec la lutte?
on parle de stress. Le stress, c'est pas seulement un mal-être, c'est aussi... il va falloir choisir en quelques instants entre fuir et se battre, on libère du glucose, ou entre être blessé et vous libérez du fibrinogène qui empêche la coagulation quand vous êtes blessé, mais qui fabrique aussi les accidents vasculaires cérébraux. Et on sait que les chômeurs, les hommes chômeurs, vont avoir une mortalité beaucoup plus importante que ceux qui travaillent, mais le simple fait d'annoncer un plan social, ça augmente la mortalité. Hein. On évoquait les 7 ans et demi. J'ai eu le plaisir de chambrer une fois dans un débat, tu étais au fond de la salle, et j'avais commencé mon truc sur pourquoi Philippe Poutou risque de mourir 7 ans et demi plus tôt qu'Emmanuel Macron, virgule, si on ne fait rien. Et ça, c'est notre espoir. Mais on pourrait aller plus loin. La persistance, au-delà de la mortalité, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 11 ans et demi de différence. 11 ans et demi de différence. Et c'est une différence qui s'aggrave. Donc la lutte, que ce soit sur les troubles musculo-squelettiques, sur le burn-out et tout ça, quand on passe de celui qui est licencié, de celui qui est maltraité, de celui qui est méprisé, à celui qui se bat, on a une petite fenêtre avec un coin de ciel bleu, pour aujourd'hui ou pour demain, et pour la santé, et pour le moral, et pour les luttes futures, c'est extrêmement important. Donc on te remercie, et on vous remercie d'avoir montré ce petit coin de ciel bleu, même si c'était pas ce jour-là sur Bordeaux, ça n'a pas duré très longtemps d'après ce qu'on a vu. Ah ouais. Et pourquoi Macron va mourir bien après moi? C'est parce qu'il a déjà 10 ans de moins que moi. Ça va aider. Mais ce que tu dis, ça va aggraver peut-être l'écart en fait. Mais moi j'espère que ça va pas arriver. Bonne analyse. Ouais, puis il y a un truc à rajouter, c'est qu'on parle beaucoup, surtout dans le genre des films de lutte, etc., on parle beaucoup de la dignité ouvrière, etc. Nous, on préfère le terme d'intégrité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc, il s'agit de se maintenir, quoi. Il s'agit de ne pas se laisser faire. Et ne pas se laisser faire, c'est en soi déjà trouver quelques solutions pour ne pas se faire bouffer par cette situation. Et ceux qui veulent s'enfuir de l'usine, à la rigueur, on peut comprendre ça aussi chez eux. C'est-à-dire qu'ils en ont marre et ils se disent, je ne vais pas m'en occuper, je vais essayer de voir ailleurs. Mais pas sûr que ce soit aussi bon pour l'intégrité personnelle que de tenter quelque chose, quand même. Parce que bon, on en parlait souvent avec les collègues, etc. Quand l'usine est par terre et qu'elle est détruite, bon, l'image est violente dans le film et c'est volontaire, mais pour vous, ça va, quoi. C'est pas le plus grave, parce que quand on a fait de son mieux, bon, ça va déjà un peu mieux, quoi. Mais ça, mine de rien, c'est un truc qu'on a observé, c'est une leçon de... Ce que les Ford nous ont montré, nous, et ce qu'on a appris en faisant ce film, c'est quand même, on a pris une leçon de persévérance, quand même, une leçon d'endurance, parce que ça se joue aussi sur le fait qu'ils aient beaucoup d'humour. C'est quand même vachement important. Parce que sans rigoler, c'est plus dur, je pense. Et mine de rien, quand même, c'est un peu l'hommage qu'on essaie de rendre en faisant ce film, quand même, à eux, quoi. Et notamment au fait de... faut résister pour soi d'abord. Je pense que c'est très important de ne pas se faire bouffer par les situations terribles qu'on vit et par le capitalisme de merde qu'on vit. Jamila, tu veux dire quelque chose peut-être pour terminer, peut-être un peu ou... Je sais pas, ouais. Je crois qu'il a bien parlé, Oui, tous oui. les deux ont bien parlé, Ouais. je sais pas quoi rajouter. Ouais. Oui, faisons tout pour pas subir, quoi, tout simplement les situations. Donc résister, c'est quelque part un petit peu gagner, même si à la fin, c'est pas le vrai gain, mais c'est un gain déjà pour soi, pour son intégrité, pour pas subir, et donc mourir plus tard peut-être. Oui, ben oui. C'est pas mal comme philosophie. Et moi j'ajoute, mais à chaque fin de séance, chaque fin de débat, j'ajoute toujours les mêmes choses. Il y a deux choses auxquelles je tiens. Même on pourrait dire une troisième chose rapide. Il y a 3 noms à la fin dans le générique. Je ne sais pas si vous avez vu des hommages. Bon, souvent dans les films, dans les bouquins, on rend hommage à ceux qu'on aime. Et c'est Gilbert Hanna qui est un militant, pas de Ford, mais qui était tout le temps là, qui nous a soutenu, un militant syndicaliste, qui était à France Télécom et qui était à la retraite et qui était tout le temps là pour nous soutenir. Il est mort prématurément d'un cancer. Et les deux autres, Jean-Pierre Dezoindre et Carlos Abrantes, vous n'avez pas noté les noms, mais ce sont 2 camarades qui sont morts aussi précocement, un d'un cancer à 60 ans et un autre de crise cardiaque à 46 ans. Et donc avant la fin de la lutte, et c'était eux, 2 camarades, des piliers de la CGT, et ça a été très très dur. Et voilà, et en fait là il y a leur nom parce que c'est un peu
On a envie de faire vivre aussi ces camarades-là. Et puis les choses moins tristes, la chanson de fin du film, je ne sais pas pourquoi je monte l'écran, il n'y a plus rien sur l'écran, c'est vraiment con comme la lune, mais la chanson du film à la fin, c'est un groupe qui s'appelle Delio, qui s'appelait Delio parce que le groupe n'existe plus. Chanteur, c'est Lionel, c'est le chanteur, et c'est une chanson qui s'appelle Par la porte de derrière. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe aux paroles, c'est l'histoire d'un ouvrier qui perd son emploi et qui en a un peu honte, qui ne sait pas comment le dire autour de lui, et qui fait le bilan, un peu comme nous on peut faire le bilan après des années de travail. Cette chanson, c'était l'emblème de notre lutte. Elle est parue en 2008. Tu la trouves sur les plateformes, non? Et bien malheureusement non, j'ai cherché, j'ai dit, pendant longtemps j'ai dit vous pouvez aller sur Deezer hein, pour pas faire de pub. Et en fait non, je sais pas pourquoi, ils ont fait des CD, mais c'est pas. Alors peut-être sur d'autres plateformes, voilà, sur YouTube. Et donc c'était l'emblème de la lutte, c'est un groupe qui nous a soutenus, qui a fait des concerts de soutien. Et voilà, qu'il soit à la fin du film, c'est super. Parce que voilà, ça fait partie des alliés d'une lutte. Voilà, là c'est un groupe de musique. Et je finis sur un autre aspect du film. À la fin, il y a une dame qui lit un texte. Elle s'appelle Béatrice, la dame. Elle est un peu dans la salle, mais elle lit un texte qui est un texte de Sorge Chalandon. Je ne sais pas si vous connaissez Sorge Chalandon, c'est un romancier, c'est aussi un ancien grand reporter de Libération, enfin voilà, il a toute une vie derrière lui, il écrit aujourd'hui au Canard enchaîné, et donc Béa lit un texte qui est de Chalandon et qui est issu d'un livre. Un livre qu'on a produit pendant la lutte. Le livre, je l'ai là, j'ai quelques exemplaires pour celles et ceux qui le voudront, mais j'en parle un petit peu vite fait. Ça s'appelle Fort Blanquefort, même pas mort. Alors c'était la réponse au fait que tout le monde pensait que c'était mort, et nous on a dit bah non c'est pas mort, on va y arriver. Et on avait contacté des écrivains, comme Sorge Chalandon, comme Laurent Binet, comme Didier Castillo, plus ou moins connu, hein, Manotti, qui écrit des polars, François Morel, qui écrit pas que ça, enfin qui chante, et fait, voilà. On avait Monique Pinson-Charlot avec Michel, Michel qui est décédé malheureusement cette année, Serge Alimi, directeur du Monde Diplo, et puis un intellectuel, un grand intellectuel comme Didier Super, hein, qui est un grand spécialiste de l'économie, et aussi un autre grand spécialiste de l'économie qui s'appelle Guillaume Meurice, hein, qui nous explique pourquoi les bagnoles ça marche pas, et puis Juliette la chanteuse, enfin voilà, il y en a une douzaine. On a demandé qu'ils écrivent un texte, la question c'était voilà, une usine ferme, des gens sont licenciés, qu'est-ce que ça vous inspire? Et voilà, donc ce sont des nouvelles inédites pour les écrivains, des textes, voilà, ben là j'en ai quelques-uns là. Ça s'appelle Fort Blanquefort, même pas mort, et dedans il y a des dessins de dessinateurs de presse, une vingtaine de dessins qui ont été faits gratuitement par plusieurs dessinateurs de presse, beaucoup qui étaient connus, qui sont soit au Canard enchaîné, soit au Monde, soit dans les journaux régionaux comme Marc Large, Urs, qui sont des dessinateurs mais qui sont aussi connus nationalement quand même, et qui ont fait des dessins, un paquet de dessins gratos, et qui ont permis d'illustrer notre acte pendant plus d'une année. Ce bouquin-là, il est important parce que c'était un peu la démonstration de ce qu'on voulait nous faire en dehors des concerts de soutien, parce qu'on a des chanteurs et des artistes et des humoristes qui sont venus nous soutenir, mais c'était cette liaison qu'on voulait faire entre une lutte sociale et le milieu intellectuel, le milieu culturel. On est trop déconnectés, on est trop séparés, et il y a besoin d'être ensemble. Et quand on sollicite ces gens-là, enfin ces gens-là, on n'a pas sollicité Michel Sardou, on n'a pas sollicité Florent Pagny, on n'a pas sollicité plein de gens. Mais il y a quand même plein de gens, par contre, qui sont hyper contents qu'on les sollicite et qui font gratos, qui écrivent, qui dessinent. Et on est surpris des fois. Ouais, et très au service d'eux. Et il faut arriver à avoir le contact avec eux. Voilà. Et donc ce bouquin-là, il symbolise tout ça, cette union entre le milieu artistique, culturel de gauche, militant, et donc les luttes sociales. Et je finis juste par le fait que c'est un bouquin qui est sorti aux éditions Libertalia. Et Libertalia, ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un peu les stars de l'édition, avec cette histoire de jeu qui s'appelle Antifa, et qui a été dans un premier temps retiré de la vente par la FNAC suite aux pressions des fachos divers et variés, y compris Retailleau de LR, mais il y a des fachos à LR, la preuve, et qui n'ont pas supporté ce jeu-là, qui ont mis la pression sur la FNAC, et la FNAC bêtement a accepté de retirer ce jeu-là dans un premier temps, et finalement ce jeu a été réintégré. Il est même en rupture. Alors qu'il est en rupture, parce que du coup c'est un formidable coup de publicité pour les éditions Libertalia et pour le jeu. Mais voilà, donc on est très content que nos copains Nicolas et Charlotte de Libertalia, et qui avaient fait ce bouquin gratos, ils ont fait en nous faisant rien payer.
aucun frais d'imprimerie, donc c'est pour vous dire aussi la solidarité qui existe. Voilà. Et notre lutte, voilà, même si elle a donné ça et tout ça, n'empêche que c'est aussi les grandes victoires de la lutte. C'est ce bouquin-là, le soutien de tout ce milieu-là et ce film qui sort. Voilà, c'est les gros produits super chouettes de la lutte et j'arrête là. Bravo. Et donc 8 €, et j'en ai quelques-uns pour celles et ceux qui le veulent.